Mesdames, Messieurs, mes chers Arséguiens, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Webinarseg, le MAG. J'espère que vous avez passé un aussi bon mois de novembre que possible. N'hésitez pas à nous saluer via le chat qui est ouvert et qui va vous permettre d'échanger avec nous tout au long de ce webinar. Un mois de novembre donc placé sous le signe du reconfinement, en attendant un éventuel retour dans nos bureaux en début d'année prochaine. Vous voilà devenus en quelques mois des spécialistes des fermetures et réouvertures de sites et autres mises en place de protocoles sanitaires. À cela vient de s'ajouter un accord national interprofessionnel consacré au télétravail signé la semaine dernière. Ça tombe bien, c'est notre sujet du jour. Et nous démarrons notre MAG par le désormais célébrissime édito de la rédactrice en chef de Workplace Magazine. Accueillons tout de suite Julie Dohen. Bonjour Julie. Bonsoir Lionel. Voilà. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Julie, beaucoup de Français ont expérimenté le télétravail ces derniers mois, mais c'est quoi le quotidien d'un télétravailleur exactement ? Alors Lionel, tout commence à 7h30, le réveil sonne, douche, petit-déj, habit de lumière et direction le salon. À 9h, café digital pour bien commencer la journée, un point sur les dossiers en cours avec l'équipe. À 10h, on sonne à la porte. C'est la livraison de la nouvelle chaise de bureau louée auprès d'un prestataire spécialisé. Puis ensuite, retour sur les mails et après quelques calls et visios sur Zoom, Teams, Slack, Meet ou GoToWebinar, entrecoupés par des problèmes de son parasites que tout le monde connaît. C'est l'heure de la pause déj, autour d'un panier repas livré plutôt dans la matinée. L'après-midi passe à vitesse grand V, rédaction et impression, aller-retour entre le salon, la cuisine. Puis en fin de journée, petite pause pour déconnecter, enfin déconnecter façon de parler, devant un cours de sport en ligne proposé par l'employeur. Enfin 19h, clap de fin, ordi éteint, mais après le boulot, toujours pas de métro. Quelques pas suffisent pour rejoindre un apéro visio ou bien un afterwork Zoom, on ne sait plus trop. Bref, cette routine, près de 20% des salariés français la partagent quotidiennement depuis maintenant plus d'un mois, sans compter ceux qui s'y adonnent occasionnellement. Alors finalement, le télétravail est-il en train de devenir la nouvelle normalité ? Merci Julie. Tu as parfaitement résumé ma journée type. Alors là, vraiment bravo. Ceci dit, derrière le clin d'œil, c'est vrai que ce retour accru au télétravail, surtout s'il s'installe en fait dans la durée, après la crise sanitaire qu'on vient de traverser, ça soulève quand même tout un tas de questions. Oui, il y a beaucoup de questions, à commencer par mon appartement est-il voué à devenir mon bureau 2 voire 3 jours par semaine? Et si c'est le cas, dois-je réellement m'équiper d'un point de vue professionnel? Quid de la cybersécurité ou encore du lien social? Sans oublier le team spirit, cet esprit collaboratif tant cherché par les managers ces dernières années. Mais surtout, parmi les nombreuses interrogations soulevées par la pratique généralisée du télétravail, il y en a une qui cristallise toutes les attentions. Qui va payer les frais? Et ce, aussi bien au sens propre comme figuré, l'électricité, le chauffage, les impressions, mais aussi la potentielle baisse de motivation et le sentiment d'isolement, et j'en passe. Alors, le gouvernement et les organisations syndicales et patronales ont commencé à esquisser des débuts de réponse et à donner un cadre à cette nouvelle méthode de travail mise en exergue par la crise. Mais de nombreuses questions restent en suspens. Alors, le télétravail, nouveau casse-tête pour les DRH et les DET. Et j'ai hâte en tout cas d'entendre tes invités sur ce sujet ce soir, Lionel. Et oui, merci beaucoup Julie pour avoir fort bien dressé le panorama du sujet. Un mot encore peut-être sur les sujets sur lesquels vous êtes en train de bosser et qu'on va retrouver dans le prochain numéro de Workplace Magazine qui se trouvera très certainement au pied du sapin. Je l'espère, oui, de tous les sapins. Alors, on aura un dossier sur les certifications et les labels dans le tertiaire et un focus tendance sur le retour au bureau, comment retourner sereinement au bureau avec une sélection de mobilier et équipements pour revenir dans de bonnes conditions. Et puis, dès le mois de janvier, on attaquera avec un dossier plus profession DET et les nouveaux défis des DET sur le retour au bureau, justement. Super, merci encore Julie pour cet édito. Rendez-vous l'année prochaine pour le prochain numéro du MAG. Tout à fait. Bye bye. Bon débat.
Merci beaucoup. Alors, après cette entrée en matière, il est temps de retrouver nos invités pour entrer dans le vif du sujet. C'est parti pour le débat. Alors, le débat du jour va donc porter sur le casse-tête du télétravail. Nous nous interrogerons en première partie sur les aspects juridiques et notamment les obligations en matière de santé et de sécurité avant d'aborder en seconde partie de débat les aspects plus logistiques de la mise en place du télétravail. Alors, pour en discuter, je suis ravi d'accueillir pour le moment notre unique débatteuse autour de cette table virtuelle. On attendra un tout petit peu, Thierry Cadiot va nous rejoindre et j'espère aussi Olivier Rutard, qui tous les deux ont eu quelques urgences. Mais je suis déjà ravi d'accueillir Muriel Havas. Bonsoir Muriel. Bonsoir Lionel, bonsoir à tous. Alors Muriel, tu es donc directrice, alors on va dire Head of Facilities, c'est directrice de l'environnement de travail d'un opérateur bien connu de covoiturage, Blablacar. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots d'ailleurs sur le périmètre de ton poste chez Blablacar ? Alors, c'est un poste qui est très large puisque j'ai la responsabilité, comme tu viens de le préciser, de l'environnement de travail, de tout ce qui est immobilier aussi, real estate pour l'ensemble de nos bureaux dans le monde. Et j'ai également en charge la responsabilité des infrastructures au sens de l'informatique corporate. En fait, c'est pour ça que c'est Head of Facility au sens... On a perdu Muriel, comme ça je me retrouve tout seul pour débattre. C'est original, c'est la première fois que ça nous arrive, mais c'est pas grave parce que on a prévu un certain nombre d'éléments quand même pour avancer et notamment, revoilà Muriel. On a eu une petite coupure. Oui. Quelqu'un a essayé de prendre ma place. C'est parce que peut-être, Muriel, tu as déjà par ailleurs une page Livestorm d'ouverte. Alors, il faut peut-être fermer les éventuelles autres pages Livestorm qui sont ouvertes dans ton navigateur. Alors, en attendant de voir Thierry et Olivier nous rejoindre, j'aimerais, et d'entrer dans le vif du débat, j'aimerais qu'on écoute une avocate. Nous sommes allés à la rencontre d'Héloïse Hérault, qui est donc avocate en droit social, associée au sein du cabinet Ezeis, qu'elle a fondé d'ailleurs l'année dernière. Clémentine Akoun a recueilli son témoignage sur ce sujet des obligations de l'employeur en matière de santé et sécurité dans le cadre du télétravail. On l'écoute tout de suite. On sait que beaucoup d'entreprises ne le font pas. Pourquoi ? Parce que, compte tenu de la crise, quand vous avez des centaines de salariés à mettre au travail, il est clair qu'il va être difficile pour l'employeur ou quels que soient ses représentants, le nombre de représentants, d'aller se rendre à chaque domicile pour vérifier la conformité. Donc, ce que font certaines entreprises, qui est astucieux, mais qui, à mon sens, d'un point de vue juridique, n'enlève pas le risque de responsabilité, c'est qu'ils font signer une décharge à leurs salariés pour dire qu'ils confirment que leur domicile est conforme en termes d'installation électrique et d'optimisation du lieu de travail. C'est une façon plus ou moins à droite de venir encadrer le télétravail, mais elle n'est pas suffisante. Et en cas de difficulté, la responsabilité de l'employeur sera très clairement actionnée avec à la clé des dommages et intérêts en fonction du préjudice subi par le salarié. C'est l'obligation d'assurer son domicile et de prévenir l'assurance d'habitation que vous utilisez votre domicile comme étant un lieu de travail. C'est essentiel en matière de responsabilité civile, professionnelle, pénale, puisque si vous avez un accident qui intervient à votre domicile, pour qu'il soit reconnu comme accident du travail, faut-il encore que vous ayez déclaré ce domicile comme étant votre lieu de travail. Un salarié pourrait voir sa responsabilité mettre en jeu parce qu'il n'a pas fait correctement les choses. Maintenant, de là à dire que ça va transférer celle de l'employeur, je ne pense pas. D'un point de vue juridique, ça va peut-être amoindrir la faute de l'employeur, mais ça ne l'annulera pas pour autant.
Le protocole, c'est un ensemble de préconisations. C'est comme ça que l'appelle d'ailleurs le Conseil d'État. Ce sont des préconisations qui sont données aux employeurs. Elles n'ont certes pas force obligatoire, mais elles sont une référence à elles seules de l'obligation de l'entreprise de respecter la sécurité des salariés, leur santé et d'assurer un environnement de travail sain. Et comment on va venir voir si votre obligation de sécurité de résultat, elle a été respectée? On va venir la voir par rapport à des faisceaux d'indices. Des faisceaux d'indices, des valeurs, des normes, des références. Et ce faisceau d'indices, très clairement, le protocole en fait partie. Donc, on peut pas dire « je ne le respecterai pas parce qu'il n'a pas force normative », parce que ce serait se tromper de débat. C'est une référence absolument indispensable pour les juges pour jauger de la responsabilité de l'employeur. Voilà, je remercie Héloïse Hérault et Clémentine Agoun. Héloïse Hérault, qui je crois est en ligne, nous écoute, et donc n'hésitez pas, maître, à intervenir sur le chat. J'en profite pour accueillir Olivier Ruttard et Thierry Cadio qui nous rejoignent. Miracle, c'est bien, vous êtes synchro. Bonsoir Olivier. Bonsoir Lionel. Merci beaucoup d'être avec nous, Olivier, parce que, félicitations d'ailleurs, hein, parce que tu as une actualité chargée, puisque tu es le tout nouveau directeur général adjoint de Malakoff Humanis. Tu es aussi, je dois le dire, ancien, tout juste ex-président de la Commission des affaires sociales de la FFA, la Fédération française d'assurance, puisque tu étais encore jusqu'à la semaine dernière. Donc, bienvenue, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Un petit mot, tiens, sur ton poste, le périmètre de ton poste, tout nouveau poste de directeur général adjoint chez Malakoff Humanis. Bonsoir Lionel, bonsoir à toutes et à tous. Alors, le périmètre de mon poste, c'est à la fois la RH, l'organisation des environnements de travail et les infrastructures, ainsi que l'expérience salariée. Donc, ça a une vocation de transformation, en tout cas d'outillage de cette transformation et d'accompagnement très forte. C'est comme ça qu'on a voulu l'inscrire. Super, merci beaucoup et encore félicitations. Et Thierry Cadio qui nous a rejoint. Thierry, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue. D'abord, toutes mes excuses pour ce retard lié à une urgence et puis une connexion qui ne voulait plus s'établir. Donc voilà, j'ai le plaisir de vous retrouver avec un peu de retard. Et bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Muriel, bonjour Olivier, bonjour Lionel. Merci. Je rappelle que tu es Senior Facility Manager pour HSBC France et tu es également tout nouveau membre du COMEX, du comité exécutif de l'ARCEG, qui est entré en fonction le mois dernier, mi-octobre, à l'occasion des élections qui ont eu lieu au sein de l'ARCEG. Et tu es particulièrement en charge de la formation, des études et de la prospective au sein de l'ARCEG. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Donc à vous trois d'être présents. En complément des éléments donc, que Maître Hérault partageait à l'instant, je souhaitais également préciser que les dernières enquêtes parues sur l'appétence réelle ou supposée des salariés français vis-à-vis du télétravail sont très contrastées. C'est ce qu'on va pouvoir voir sur cette slide. Vous voyez deux études qui sont sorties récemment. Une enquête YouGov pour Capital du mois dernier qui nous apprenait que 3/4 des salariés qui ont pratiqué le télétravail sont volontaires pour poursuivre durablement l'expérience. 40% estiment à 2 jours par semaine le dosage idéal, mais vous voyez qu'il y en a 1 sur 5 qui a répondu à ce moment-là que 5 jours sur 5, ça leur allait bien. Et il y a même 65% des sondés qui ont dit que leurs collègues, a priori, ne leur manqueront pas. Bon, on appréciera, chacun appréciera à sa juste valeur. Mais vous voyez que dans un autre sondage paru tout à fait récemment, courant novembre, celui-ci réalisé par Cadre Emploi, il nous apprend que quasiment 4 cadres sur 10 ont fait le choix, même au mois de novembre, d'alterner télétravail et activité en présentiel. Et quand on lit un petit peu l'enquête, on voit un petit peu plus loin qu'il y en a en fait 1 sur 2 qui expliquent que c'est leur entreprise qui ne souhaitait pas mettre en place le télétravail à 100%. Alors, où en êtes-vous, vous, Muriel, Olivier, Thierry, du recours au télétravail dans vos propres organisations? Muriel, honneur à toi, allez.
Merci. Alors, le télétravail chez nous, c'était déjà quelque chose que l'on pratiquait sans véritable cadre. Je tiens à le préciser puisque c'était un petit peu à la demande. On a commencé à formaliser un petit peu notre politique remote cette année. Jusqu'à présent, c'était à la demande, c'était assez libre de ce côté-là. Sachant qu'on a une population qui est extrêmement jeune, donc très friande et qui le pratiquait de façon spontanée, j'ai envie de dire. Donc cette année, avant Covid, on avait commencé à réfléchir et à mettre en place un premier accord avec les partenaires représentants des salariés et qui permettait le télétravail sur une base de 1 jour à 2 jours, soit libre, soit fixé en fonction des organisations des équipes. Et effectivement, depuis Covid, on réfléchit à une refonte totale de cette politique de télétravail. On est en cours, en fait. On a lancé un grand chantier de façon à vraiment prendre en compte toutes les demandes et tous les besoins des collaborateurs. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se construit de concert. On a lancé des workshops équipe par équipe où on recense leurs besoins, ce qu'on veut conserver, ce qu'on veut mettre en place, ce qu'on veut innover. On le fait pour toutes les équipes et ensuite on va essayer de regrouper toutes ces informations et d'écrire quelque chose qui corresponde le plus à notre façon de travailler, à notre agilité et au désir des collaborateurs. Tu penses que ça va beaucoup bouleverser ou modifier le fonctionnement que vous aviez jusqu'à présent? Non, une des forces de Blablacar, c'est sa flexibilité et son agilité. Et donc, c'est quelque chose qu'on faisait déjà, parce que quand on dit télétravail, c'est travail à distance. Il y a distance et distance. Quand vous êtes dans un même bâtiment, mais que vous travaillez dans une cuisine au premier étage et que le reste de votre équipe est au 3e étage, mais que vous avez le besoin de vous mettre à l'écart, vous êtes déjà en distanciel. Donc, tout ce genre de choses, faut les prendre en considération. Le télétravail ou le travail à distance, c'est pas que travailler depuis sa maison. Ça peut être un tiers-lieu, ça peut être un autre pays. On avait déjà depuis quelques années nous lancé le swap, le blabla swap, c'est-à-dire qu'une fois par an, vous êtes éligible à partir travailler une semaine dans un de nos autres bureaux. Donc là aussi, votre équipe, elle reste sur Paris, mais vous êtes pendant une semaine, je sais pas moi, à Sao Paulo ou à Moscou. Le télétravail se fait naturellement. Et on a une population jeune, ils ne sont pas habitués à rester 100% de leur temps derrière leur écran. Ça, c'est quelque chose qu'on voit chez nous. Ils travaillent d'une cuisine, ils travaillent d'un canapé, ils travaillent dans une salle de réunion, ils travaillent debout, ils travaillent assis, ils travaillent un peu partout. Oui. Donc, cette notion de télétravail ou de travail à distance, elle existait déjà avant toute formalisation. Olivier, même question. Alors, c'est peut-être un peu juste. Hein, tu viens juste d'arriver chez Malakoff Humanis, mais ta vision justement sur peut-être vous en discutiez au sein de la Fédération française d'assurance de ce développement du télétravail. Vous êtes en plus une filière, une branche professionnelle où le télétravail peut le plus se déployer. Ah oui. Non, mais la notion de télétravail dans l'assurance et plus généralement dans l'entreprise dans laquelle je suis aujourd'hui, est une notion d'habitude. C'est quelque chose qui a été dans les usages et qui a été développé depuis pas mal d'années. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'entreprises de la branche assurance qui sont dans des renouvellements antérieurement même à la crise Covid. Donc, on avait vraiment une culture du travail à distance, du travail distancié. Voilà, dans cet élément. Le deuxième sujet, c'est que les partenaires sociaux s'en étaient déjà emparés, les DRH aussi, et on avait déjà vu que ça apportait du plus en termes de qualité de vie au travail. De plus d'engagement, de moins d'absentéisme, de moins d'accidents de travail. Donc, il y avait vraiment une économie de ce dispositif qui marchait bien. Et donc, du coup, c'était gagnant-gagnant. Et ça faisait partie, et c'était le 4e point, un peu de la promesse employeur. C'est-à-dire que quelque part, pour les nouveaux embauchés, ce dispositif était aussi une façon de travailler différemment, avec un principe assez fondateur qui était de se dire, on fait confiance.
Voilà. Vous êtes dans un domaine d'exécution à distance. La relation que vous allez avoir avec votre encadrement, votre équipe, vos collègues, c'est une relation de confiance et on sait que vous êtes sur ce credo-là et on vous fait confiance a priori. Et l'idée, c'est d'apprendre des nouveaux comportements managériaux à distance, des animations collectives à distance et le fait de garder le lien différemment de ce qu'il y avait dans le présentiel. Donc, cette maturité existait. C'est vrai qu'avec la crise du Covid, on a changé de planète, hein, la planète change. Mais du coup, on a une autre réflexion sur le fait que, et c'est une réflexion de demain, qu'est-ce qui fera que les gens seront intéressés à revenir? Qu'est-ce que l'expérience au travail apporte de plus au télétravail d'aujourd'hui, aux télétravailleurs actuels, en clair, qu'est-ce qui fait que la personne qui se sent bien, qui marche bien, dans laquelle il y a un équilibre qui s'est trouvé, alors on n'est pas tous pareils, hein, il ne faut pas non plus se dire qu'on est 100% satisfait ou zéro, hein, c'est pas le sujet, il y a des gens qui se sentent mieux, et je pense que cette période a permis d'étalonner un peu l'idéal de la réalité, en voyant bien qu'en fait il y a un chiffre moyen, on est autour de 2-3. Voilà, des jours qui semblent être le bon équilibre. Certes, il y a aussi des métiers qui peuvent se faire à distance, mais on a une autre réflexion sur le fait que le futur du travail, c'est un futur équilibré entre un médian, peut-être pas 2-3 par semaine, mais peut-être plusieurs jours dans le mois qui peuvent être accolés ou pas, en fonction de la nature du travail, en fonction du lien de confiance, en fonction du collectif, et que notre sujet aujourd'hui, c'est de poser un petit peu les plus et les moins de cette relation pour revivifier le collectif, parce que le sujet maintenant, ça va être le retour. Et donc, cette problématique, elle est pour tout le monde, hein, le vrai sujet, avec évidemment la sécurité et la santé au travail, mais aussi avec le fait de retrouver ses collègues, ce qui est très plaisant, hein, je viens de dire. Mais néanmoins, ce n'est pas forcément donné par principe, hein, c'est comme tout. Oui, merci Olivier. Thierry, ce développement du télétravail, est-ce que vous le vivez aussi dans la banque, ou en tout cas dans le secteur bancaire et particulièrement peut-être chez HSBC? Et puis un point aussi sur les obligations de l'employeur, notamment en matière de santé-sécurité, parce que c'est compliqué tout de même d'aller vérifier, contrôler chez le télétravailleur, hein, quand même. Oui, c'est une réalité. Le télétravail, de quoi on peut parler? D'abord, c'est vrai qu'on a été surpris par la capacité du télétravail en France au printemps, mais à divers degrés. Des entreprises étaient préparées, d'autres pas. Par exemple, si on prend notre cas en bancaire, nous, on avait une très forte préparation liée à deux faits, qui étaient bien sûr les gilets jaunes qui nous ont fermé les agences et qui nous ont attaqués. Je vous rappelle que le siège social est sur Champs-Élysées et que vous avez eu l'occasion de le voir pas mal de fois à la télévision. Et puis les grèves qui précédaient ça. Donc on était déjà à peu près, nous, à affronter ce télétravail. Et quand on a eu les premières alertes en Chine, fin décembre, début janvier, on a quand même activé tout de suite tout le process, ce qui fait qu'on était capable, au moment du déclenchement du confinement, d'avoir 90% d'effectifs en télétravail, donc 85% opérationnel à 100%. On avait dimensionné les outils. Ça nous a amené une efficacité un peu forte. Mais là-dessus, plusieurs problèmes se sont posés. Avant de répondre un peu sur ta question, c'est d'abord, est-ce que toutes les fonctions sont éligibles au télétravail? Dans nos métiers d'environnement de travail, la réponse est assez non. J'ai du mal à passer l'aspirateur à distance, clairement. Donc c'est quand même quelque chose qui permet de dire c'est quand même beaucoup plus aisé quand on est cadre et qu'on a une maison de campagne avec piscine quand on est dans un studio dans le 18e arrondissement. Donc tout le monde n'est pas éligible au télétravail. 1, en fonction, 2, en cas de vie. 3, et tout à l'heure c'était souligné par Olivier, se pose le problème du retour. Mais déjà le problème du retour, c'est la capacité de télétravailler en distanciation sociale et toute la pertinence du lien à l'entreprise, de la valeur immatérielle de l'engagement. Donc voilà, ça c'est des points qu'on va devoir affronter demain dans le télétravail qui, c'est sûr, va se développer. Ce qu'on sait déjà aujourd'hui, c'est qu'il y avait un avant et un après. Comme on le disait tout à l'heure, les Français étaient assez peu télétravailleurs. Et contrairement à ce que je pense, l'encadrement français est assez peu préparé à manager à distance. Donc, ça va poser d'autres problèmes qui vont arriver en termes de risques psychosociaux. Donc, on va construire le futur. On est en train de le construire tous autour de cette table avec chacun nos partages d'expérience et chacun nos cas pratiques et nos cas concrets. J'entendais tout à l'heure Muriel qui disait tant mieux. Moi, en tant que manager, je peux aller passer une semaine à Rio de Janeiro. Oui, mais mes collaborateurs, ils restent à Paris, voire dans leur studio du 18e. Donc,
tout ça, c'est un mélange. On a beaucoup de fantasmes, on est en train de construire beaucoup de futurs. Ce qui est sûr, c'est qu'on va changer de société. Ça, c'est évident. Maintenant, de quoi elle sera fait demain, c'est difficile à dire. Alors, la situation aujourd'hui, quelle est-elle? On a un code du travail, pour revenir à la situation. J'ai vu Héloïse, je crois, qui commande bien oui, qui commente. Merci beaucoup, Héloïse, qui commente beaucoup, oui. Et on est confronté à un code du travail qui va du tout préparé à ce genre d'options. Il y a eu pas mal de tentatives avec des accords de branche ou des accords d'entreprise, les plus anciens étant de mémoire Renault, le Technicentre de Guyancourt, il y a bientôt une vingtaine d'années, qui était un très beau laboratoire. Le code du travail ne dit pas grand-chose aujourd'hui sur le télétravail, c'est raccrochez-vous à votre convention de branche quand elles en parlent, au mieux traiter localement. Et là, on a pas mal de choses. On a à peu près tous les cas de figure en code du travail, entre ceux qui versent d'autorité une somme forfaitaire, ceux qui font les achats groupés pour équiper leurs collaborateurs, ceux qui disent débrouillez-vous, et ceux qui disent c'est pas plus mal parce que je vais gagner de l'argent en économisant des mètres carrés, ce qui est un petit peu cynique, parce qu'on veut utiliser la crise et l'employeur pour soi-disant augmenter les profits financiers. Derrière, le code du travail nous dit simplement une chose. Article L4121-1, on est responsable de la santé physique et psychologique de nos collaborateurs. Donc ça, c'est une évidence. Et ça, c'est applicable qu'il soit dans l'entreprise, c'était applicable précédemment dans ses transports, et maintenant, c'est applicable à la maison. Donc, il va falloir qu'on se pose cette question. Et dès lors qu'ils sont chez eux, est-ce qu'on doit prendre en charge la sécurité de leur environnement de travail, de leur poste de travail ou de leur maison? Et là-dessus, il y a des avis divergents. Oui. Aujourd'hui, on a tendance à dire on va faire simple et pas trop cher, parce qu'on se rend compte que même si on paye un poste de travail 10 000 € par an dans un immeuble de tertiaire, les chiffres du busy ratio, ça évolue assez peu. Si on doit commencer à payer les frais de fonctionnement d'un poste de travail chez le collaborateur, pas sûr qu'on gagne beaucoup d'argent. Voilà. Donc là-dessus, les obligations sont claires. Aujourd'hui, la tendance, c'est qu'il faudra quand même qu'on se pose sur la responsabilité de l'entreprise sur le fondement d'articles précités pour pouvoir avancer. Alors justement, je voulais partager avec vous. Donc vous avez entendu Héloïse tout à l'heure qui parlait de ce sujet, notamment des décharges qui peuvent être faites signer aux collaborateurs pour se protéger. Ici, vous voyez, je reprenais des éléments qui sont en fait issus du site télétravailler.fr, qui est un site du gouvernement français. Donc l'obligation, et qui rappelle l'obligation de résultat vis-à-vis de la santé et de la sécurité de tous les salariés, et qui explique que l'employeur n'a aucune possibilité légale d'imposer un contrôle des conditions de travail à domicile. Comment on fait, Muriel, Olivier, du coup, quel type de contrôle on peut mettre en place? Il ne faut pas que ce soit perçu comme intrusif, mais en même temps, il faut pouvoir se protéger. Muriel, est-ce que vous avez mis en place des procédures pour, par exemple, vérifier la conformité électrique, l'équipement, l'ergonomie, etc.? Alors, pas sur tous les sujets, puisqu'on travaille et on construit un ensemble d'outils qui va nous permettre, ou qui je l'espère, nous permettra de vérifier que nos salariés, nos collaborateurs travaillent dans de bonnes conditions. Mais aujourd'hui, on leur a déjà fourni tout l'équipement, bureau, chaises, si on avait besoin, les écrans, etc., de façon à ce qu'ils puissent avoir et qu'ils puissent reproduire chez eux un poste de travail remplissant les conditions normales et pour éviter tout risque de TMS, etc. Donc ça, on s'en occupe, c'est sûr. On leur envoie, on a également édité un petit guide avec un ensemble de bonnes pratiques ou de bons usages sur les postures, sur les exercices à faire de temps en temps pour éviter de rester trop longtemps assis sur sa chaise, mais également des petits cas d'école où on leur expliquait comment positionner leur bureau par rapport à une source de lumière directe ou indirecte, leur donner des conseils sur l'achat d'ampoules qui peuvent se faire rembourser d'ailleurs, les ampoules connectées qui permettent de varier l'intensité en fonction de leur activité, en fonction du moment de la journée aussi. Tout ça vraiment dans un souci de bien-être et de confort de nos collaborateurs. Quand on pousse un peu plus loin, ça devient un peu plus compliqué. Donc, on est en train de réfléchir à éditer un questionnaire qui reprendrait un certain nombre d'informations auxquels ils devraient répondre, telles que leur installation électrique, tout ce qui est ventilation, aération, etc., en se basant sur un contrat d'assurance classique, parce que finalement, quand on creuse un petit peu, à mon sens, ils sont censés
entre guillemets, vivre dans des endroits qui correspondent et qui doivent respecter un certain nombre de normes, qui permet ou non la validation d'une assurance. Donc, en se basant sur ces mêmes items, on va arriver à connaître un petit peu l'environnement et savoir si la personne travaille dans de bonnes conditions ou pas. Ça va se terminer malheureusement, malheureusement non, mais nous, je pense qu'on va plutôt opter pour l'attestation après avoir rempli le questionnaire qui nous permettra de se dire, OK, a priori et sur la bonne foi, notre collaborateur, il a tout ce qu'il faut pour bien travailler. Mais je trouve ça très, très, très compliqué de mettre en place des contrôles à domicile pour s'assurer que les personnes travaillent dans de bonnes conditions. Je vois pas comment. Après, je pense qu'il va y avoir un développement autour de ces questions, mais à aujourd'hui, je vois pas comment faire. Olivier, est-ce que vous avez mis en place un certain nombre de procédures? C'est vrai qu'il y a beaucoup de normes et de réglementations en termes d'ergonomie, les niveaux d'éclairage, protection de la santé, de la sécurité du travailleur. Quand il est sur site, de l'employeur, il y a quasiment rien quand il est chez lui, et pourtant l'obligation de l'employeur, elle est toujours là. Il peut y avoir des accidents de travail. Je voyais tout à l'heure la question. Il peut y avoir tout à fait des accidents du travail chez le télétravailleur pendant sa journée de travail. Non, mais bien sûr, mais on est dans le domaine des injonctions paradoxales. On a le respect de la vie privée, de la vie professionnelle aussi, mais à la maison ou dans un tiers-lieu. Il y a aussi ça dans le télétravail. Il n'y a pas que la maison, il y a aussi des lieux de coworking, il y a aussi des tiers-lieux qui peuvent être au choix lorsqu'il y a un accord collectif ou en fonction de la charte lorsque ça a été déterminé comme ça. Donc voilà, ce qu'on dit précédemment, c'est vrai, il n'y a pas la capacité à imposer. Enfin, néanmoins, dans les recommandations des accords collectifs, c'est marqué. On a aussi la capacité à prendre en charge, c'est ce qu'on a fait, beaucoup d'assurances d'ailleurs l'ont fait, on prend en charge une forme de budget. Vous savez que les URSSAF donnent la capacité d'un forfaitaire en fait là-dessus, qui permet d'indemniser. Alors après, il faut trouver les critérisations. Est-ce que c'est 2 € par jour? Est-ce que c'est plus, etc. Soit c'est sur facture, soit c'est sur forfait, ou les deux. Ce dispositif est aussi accompagnant, qui permet de dire aux gens, on vous fait confiance, équipez-vous. Donc la personne peut avoir dans ces termes de responsabilité et d'équipement ou de moyens financiers, le souhait pour elle d'aménager ça dans cette logique-là. Mais si elle ne le fait pas, ça renvoie effectivement à l'outil de travail, mais ça fera partie de toute façon, cet environnement de travail qui change, il se transforme. La partie de cet environnement qu'on a subi pour des raisons de protection sanitaire, elle va devoir elle-même avoir des rétextes là-dessus. C'est-à-dire qu'il va falloir que nous-mêmes, on regarde ce qui s'est bien passé, ce qui doit être complété, ce qui doit être mis en œuvre en termes de conseils, parce qu'on ne peut pas être intrusif. Je pense qu'il faut s'arrêter là. Il y a, dans des endroits, il y a des obligations de caméra, d'autres, pas d'obligations de caméra. Donc, le sujet, c'est de trouver de bon équilibre avec des partenaires sociaux, notamment lorsqu'on a la culture du dialogue social. Mais le sujet, c'est de trouver de bon équilibre pour maintenir la confiance, préserver la santé à la fois psychique et physique. Et effectivement, peut-être que si ça se développe autant, j'espère qu'on n'aura pas autant de pandémie, mais si ça se développe autant, on aura un sujet sur les postures. Ça, c'est un des sujets de demain, les postures. Vous savez déjà qu'il y a un sujet avec des postures, ne serait-ce qu'en utilisant les devices. Le fait d'avoir le coût constamment baissé, ça a été le sujet aussi des casques pendant un certain temps avec la tonalité. Donc, tout ce sujet des TMS, de toutes ces maladies, de ces troubles va arriver. Il faudra qu'on ait, au-delà des conseils, peut-être aussi des accompagnements en termes de formation. Mais on est dans un domaine dans lequel on a une limite qui est liée aussi au propre comportement des gens. Et là, on est dans la responsabilité partagée, même si à la fin du fin, ça tombe chez l'employeur. Mais on aura aussi des choses à dire. On aura des choses à dire. Mais tu fais bien de rappeler qu'à la fin du fin, quoi qu'il arrive, l'employeur, la responsabilité de l'employeur sera appelée. Alors, non, Lionel, on pourra faire des réserves. C'est ça que je veux dire. Oui. C'est-à-dire que quelque part, lorsqu'on est interrogé là-dessus, sollicité là-dessus, par exemple dans l'accident de travail, on peut et on sollicite même faire des réserves si jamais il y avait des sujets qui nous interrogeaient compte tenu des conseils, de l'équipement qu'on donnait, etc. Donc on a cette partie du droit de la sécurité sociale aussi qui se regarde. Mais néanmoins, c'est nouveau, aussi intensément. En tout cas pour nos cultures à nous, c'est nouveau. Il faut apprendre à ça et on regardera comment évoluer avec tout ça.
Merci beaucoup. On a pris un peu de retard. En tout cas, merci pour vos témoignages sur ce sujet des obligations de l'employeur, mais aussi de l'employé. Hein. On rappelle que, voilà, notamment au niveau de l'assurance, il faut vraiment rappeler aux salariés que il faut adapter aussi ces contrats d'assurance en conséquence quand on met en place du télétravail. Alors, avant de passer aux aspects logistiques aussi de cette mise en place, de développement du télétravail, nous avons demandé à Thibaut Collin, le responsable du pôle études et prospectives de l'ARCEP, de faire un point sur la réglementation applicable en France et sur la situation de la France comparée aux autres pays européens. C'est la séquence règlement à la une. Bonjour Thibaut. Bonjour Lionel. Alors Thibaut, qu'est-ce que tu peux nous dire de la réglementation applicable au télétravail dans notre pays? Alors bonjour à tous. Et alors la situation réglementaire du télétravail, elle peut se décomposer en France en deux parties. Le temps normal, où généralement le télétravail est lié à un accord collectif, la charte de l'employeur après avis du CES, ce qu'a expliqué Maître Hérault et nos invités précédemment. Et il y a aussi le Code du travail avec notamment l'article L5213-6 qui est un peu rébarbatif comme titre, mais qui concerne l'inclusion des personnes en situation de handicap. Après, on peut parler d'un deuxième temps qui est le temps de crise, qui est le temps que nous vivons en ce moment. Alors là, le télétravail peut être imposé comme une situation de force majeure, mais aussi grâce au Code du travail avec l'article 1222-11 qui est l'adaptation du poste de travail. C'est-à-dire qu'on va transposer le lieu de travail au domicile. On a le Code de l'environnement aussi qui parle des épisodes majeurs de pollution, c'est l'article L223-1, et aussi les accords nationaux interprofessionnels. Donc le dernier qui a été signé le 26 novembre et qui fait en fait un rappel du cadre juridique et des années précédentes, donc 2005 et le début de l'année 2020 au mois de février, et qui parle notamment en plus d'un double volontariat pour le télétravail, d'un accord bilatéral s'il y a une absence de charte ou d'accord collectif, que le refus du télétravail n'est pas un motif de rupture du contrat de travail, de la réversibilité possible, c'est-à-dire revenir à un travail en présentiel si jamais ça ne convient pas aux salariés. L'accord parle aussi de la prise en charge des frais professionnels, des droits à la formation, de la prévention des risques psychosociaux et des troubles musculo-squelettiques, d'une continuité du dialogue social et de la mise en place d'un comité de suivi. Alors, ce qu'il faut surtout voir, c'est que cet accord national interprofessionnel n'est pas obligatoire. Et là où il faudra réfléchir, c'est que comme il a été accepté par tous les partenaires sociaux, il y aura forcément un dialogue qui sera nécessaire dans les entreprises pour adapter les différentes recommandations. Dans les entreprises et dans les branches. Et au niveau européen, qu'est-ce que tu peux nous dire? Est-ce qu'il y a aussi une réglementation? Alors oui, au niveau européen, il y a déjà l'accord cadre de 2002 qui permet de mettre en place tout un nombre de valeurs comme la volonté, le respect de la vie privée sur le télétravail, mais surtout on a des variations sur la culture du télétravail, ce qui est très différent d'un pays à l'autre. On a un taux moyen de télétravail régulier en Europe qui est de 5%, ce qui n'est pas très élevé, et un taux de télétravail occasionnel qui est passé de 5% en 2008 à aujourd'hui près de 10% en 2008. Et les raisons du télétravail, des variations, c'est-à-dire que on a des pays qui sont comme le leader, qui sont les Pays-Bas à 14% de taux de télétravail, et d'autres pays comme la Grèce qui sont autour de 3%, et au milieu, la France, qui est à 6%, et d'autres grandes économies comme l'Allemagne ou l'Italie, qui sont plutôt en baisse par rapport à la France. Voilà, on le voit sur la diapositive, et le télétravail concerne généralement plus les femmes que les hommes, même si le taux est assez équivalent. Alors, ce qu'il faut voir aussi là-dedans, c'est qu'il y a deux raisons dans les différences de télétravail. C'est la tertiarisation de l'économie. Donc, dans des pays comme le Luxembourg, qui est principalement banque et assurance, c'est très présent. Et oui. Et beaucoup moins dans des pays comme la Roumanie, Chypre ou la Croatie, qui sont encore sur des tissus économiques très différents, plus primaires et secondaires. Ensuite, il y a la culture. Selon la culture du pays, la
la pratique du télétravail est plus ou moins impactée. Et il y a aussi les réglementations qui généralement sont plutôt équivalentes selon les pays, mais il y a certaines différences. Par exemple, si on prend l'Autriche et l'Allemagne, il y a la construction d'un cadre juridique qui est en cours de développement avec le ministère du Travail et la création de groupes de travail avec les syndicats. Il y a des accords bilatéraux. Il y a la protection de la vie privée de manière constitutionnelle en Allemagne et il y a des recommandations spécifiques pour les malades de la Covid-19 en Autriche. Et à risque, où il y a besoin de certificats médicaux justificatifs. Différence, en Pologne, le télétravail a été lancé avec l'apparition de la Covid-19. Et il y a des conditions qui sont mises en place de compétences pour être assuré de pouvoir travailler à distance. Au Luxembourg, par exemple, il y a un triple cadre juridique. Là, ils ont mis ceinture et bretelles. Il y a l'accord de l'UEL, donc c'est l'Union des entreprises luxembourgeoises avec les syndicats en 2016. Il y a la réglementation du Grand-Duché en 2006, il y a le Code du travail. Et en Estonie, par exemple, si on veut voir sur les raisons du télétravail, c'est que l'Estonie, depuis son indépendance, est en tête sur les nouvelles technologies. Par exemple, c'est eux qui ont produit Skype, ils ont complètement dématérialisé tous leurs documents publics. Donc, c'est pas parce qu'on est un pays de l'Est qu'on est moins sujet au télétravail, c'est pas parce qu'on est un pays du Nord qu'on est plus sujet au télétravail. Tout ça est une affaire d'équilibre entre culture et réglementation. Et tissu économique, on voit effectivement et tissu économique, bien évidemment. Les champions d'Europe sont la Hollande, la Finlande et le Luxembourg, suivis par l'Autriche, le Danemark et l'Estonie. On n'est pas si mal, hein. Vous voyez, la France, on est quand même au-dessus de la moyenne européenne et devant l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Italie. Et ce qu'il faut voir en dernier, Lionel, c'est que les pays qui étaient membres de l'Europe ou qui ne le sont pas, comme le Royaume-Uni, l'Islande, la Norvège ou la Suisse, ont des taux de télétravail qui sont plutôt dans la moyenne européenne. Ok, merci beaucoup Thibaut pour cette présentation. Merci à toi ainsi qu'à Mario Fernandez qui t'assiste pour préparer cette rubrique. À très bientôt. À bientôt, Lionel. Merci à toi. Olivier, Thierry, je souhaitais évidemment maintenant que nous échangions, Olivier, Thierry, Muriel, sur les aspects plus logistiques de la mise en place du télétravail et comment accompagner les télétravailleurs et jusqu'où les accompagner. Le débat deuxième partie, c'est tout de suite. Alors, pour en parler, je vais demander à nos deux nouveaux invités qui nous ont déjà rejoints, deux élus de la commission des membres associés de l'ARCEG que j'accueille, Thierry Griot et Guillaume Amar. Bonjour Thierry, bonjour Guillaume. Bonjour à tous et à toutes. Bonjour à tous. Alors Thierry, tu es le dirigeant de LBC, le bureau contemporain. Tu fournis de magnifiques solutions d'ameublement d'espaces de bureaux. Et Guillaume, quant à toi, tu es le directeur général du groupe Harmonia, groupe qui fournit des solutions multiservices, du facility management orienté soft service, si on veut parler le jargon de la profession, et qui compte de nombreuses marques inconnues comme l'emblématique évidemment Fonrégie, mais pas que, Facilites, Maola et d'autres encore. Merci à tous deux de nous avoir rejoints. Avant de vous interroger sur les aspects logistiques, j'aimerais que nous écoutions à nouveau Maître Héloïse Hérault qui nous parle du sujet. C'est parti. Si ne sont pas nécessairement adaptés, j'en suis adaptés à cette situation de télétravail qui nous a été contrainte et mise en place très rapidement. Et donc, d'encadrer ces éventuels remboursements de frais, de suggestions, d'internet, de remboursement de sièges ergonomiques en fonction des postes, d'encadrer tout ça dans le cadre d'un accord collectif ou d'une charte pour limiter les débats ultérieurs. Il vaut mieux poser les choses tout de suite et les écrire sur papier que d'attendre les réclamations et de commencer à traiter chaque situation différemment, avec le risque, bien entendu, de créer des inégalités de traitement absolument criantes de vérité. Il faut négocier, il faut anticiper, il faut arrêter de subir le télétravail, il faut le vivre. Sur le télétravail occasionnel avant la crise Covid,
et ça c'est l'avant, hein, il y a vraiment un avant et un après. Rembourser les frais liés à l'utilisation du domicile n'avait pas de sens. Maintenant, si on parle d'un télétravail permanent, comme il est en Autriche d'ailleurs, hein, là, je pense que les employeurs ont intérêt à anticiper et à négocier des sujets, parce que tout vouloir refuser, c'est une chose, mais lorsque l'accord interprofessionnel va sortir, lorsque la jurisprudence va se développer, on pourrait avoir des rattrapages financiers qui pourraient faire mal. Voilà, merci à Maître Hérault, hein, Héloïse, merci beaucoup et à Clémentine Agoun, hein, qui a réalisé cette interview. Alors, l'accompagnement des télétravailleurs, c'est vraiment une préoccupation qui est montée en puissance avec les confinements, hein, parce que le télétravail, c'est pas un phénomène nouveau. Hein. En revanche, beaucoup de salariés ont dû s'équiper en urgence, et la tendance à l'extension du télétravail, tant dans sa durée que dans l'accroissement du nombre de salariés concernés, ont fait que cette question d'accompagnement du télétravailleur se pose dans un contexte nouveau. Merci d'ailleurs à vous tous qui avez partagé, à tous les adhérents de l'ARSEG qui ont partagé leurs photos et leurs petites vidéos de déménagement express et photos de leurs intérieurs qu'on a vu pendant cette vidéo. Alors, première question pour vous, Thierry, Muriel et Olivier. Quelle est votre approche actuellement, vous, de cet accompagnement ? Par exemple, est-ce que vous êtes favorable à une indemnité? Est-ce que vous avez mis en place une indemnité? Comment vous accompagnez aujourd'hui l'équipement de vos télétravailleurs, Muriel? Aujourd'hui, on les accompagne avec un budget leur permettant de s'équiper en mobilier et en petit équipement informatique, un casque, une souris ergonomique, etc., ainsi qu'une indemnité mensuelle pour prendre en charge justement les frais induits par le télétravail. Ok. Thierry, comment vous accompagnez, vous, chez HSBC? Pour l'instant, les accords sont toujours en discussion chez nous. Donc, on n'a pas encore de cadre bien précis. On est encore assez bizarrement, autant on était préparé au télétravail en termes structurels et network, autant au niveau RH, les discussions ont été entamées que cet été. Donc, aujourd'hui, on n'a pas de cadre contraint. On essaye de gérer au cas par cas. En fonction de ce qui se présente. On en saura plus là d'ici la fin de l'année, et on aura une position un peu plus claire. Olivier, hormis le fait, et je précise, hormis le fait qu'il existe dans nos accords collectifs, l'accord de la banque, au sein de HSBC, une petite particularité qui est assez ancienne, qui quantifie l'indemnité versée pour les journées de télétravail préalablement acceptées par le manager, mais ça c'était avant. Oui. Olivier, tu parlais aussi tout à l'heure des remboursements de frais. Donc tout ça doit être mis en place. J'imagine que c'est dans la négociation aussi interne dans l'entreprise que tout ça se dessine. Est-ce que vous accompagnez vos télétravailleurs d'une manière particulière? Est-ce que vous mettez aussi en place des formations particulières, par exemple? Oui, tu as raison. Moi, je vais parler des anciennes entreprises dans lesquelles j'étais. Il y a évidemment des renégociations qui ont été entamées dans beaucoup d'entreprises. C'est-à-dire que l'épisode Covid a réactualisé le fait que sur certains endroits, dans certaines entreprises, il fallait effectivement refaire un cercle d'évaluation sur les indemnisations. Parce que personne n'avait anticipé du 5 jours constant là-dessus, et les principes d'équilibre auparavant étaient une hybridation, mais pas à ce niveau-là. Donc il y a ce sujet qui est pendant. Alors ça sera sûrement par étapes, parce que forcément, à l'inverse, on va revenir dans des formes d'hybridation au monde ancien, mais il faut traiter donc cette phase de transition. Donc oui, il y a des formations. La plupart du temps, ça se faisait pour certaines entreprises en présentiel, maintenant en tuto, puisque l'élément s'est fait aussi
instantané. Il y a une dématérialisation des formations, donc ça aussi c'est apprenant, c'est-à-dire sur le temps de travail maintenant on se forme, donc à distance ou pas, enfin maintenant à distance. Les indemnisations, je disais qu'il y a un forfait URSSAF qui peut être extrêmement intéressant aujourd'hui, il est de 50 €. Donc forfait URSSAF, c'est-à-dire aide de charge et autres. Donc ça veut dire aussi sur la base forfaitaire, il suffit simplement de regarder le critère d'attribution pour bien en mécanique bien correspondre aux données de l'URSSAF. Après, on peut aller plus loin, mais sous forme effectivement de factures et autres, dans une limite aussi. Et puis, on a aussi à valoriser la qualité des équipements qu'on transmet et qu'on fournit. Parce que, mine de rien, dans beaucoup d'entreprises, il y a une prise en charge 100% de l'outil que l'on fournit aux télétravailleurs. Et là, on peut lister, en fonction de la qualité de l'outil. Vous avez des entreprises qui ont été très très loin, à la fois dans la qualité du casque, parfois sans fil, pour permettre aux personnes d'être très à l'aise dans le télétravail. Je rappelle que le télétravail, c'est pas forcément travailler sur écran, ni en conversation, c'est autre chose, c'est bien plus global. C'est une qualité intellectuelle pour faire autre chose. Donc voilà, il faut regarder bien tout ça. C'est aussi des moments qu'il faut pouvoir aménager en collectif et ou en individuel. Et sur ces accompagnements, aujourd'hui, effectivement, des formations, effectivement, des moyens financiers, certains des équipements informatiques en total ou en partie avec un complément à la main. Et c'est ça qui est intéressant à sizer avec des partenaires sociaux, c'est qu'est-ce qu'on laisse à la main de l'entreprise à 100% ou est-ce qu'on s'autorise parce qu'on n'est pas tous pareils. Et ça, c'est important de contenir ce collectif et cette individualisation pour trouver le bon curseur. Et à la fin, le bon curseur, ça sera le côté confort de l'outil télétravail, parce qu'il faut que les personnes soient dans cet aspect le plus agréable, entre guillemets, mais qui est essentiel à la qualité de vie au travail. Alors j'entends même certaines voix qui s'élèvent pour dire mais pourquoi on prendrait pas en charge une partie de mon loyer si je dois travailler une partie de mon temps chez moi. Je vois Thierry qui sourit, Muriel aussi. Muriel, Thierry, quelle est la vision d'un DET sur cette demande? Après tout, puisque l'entreprise fait des économies, pourquoi elle pourrait pas prendre en charge une partie de mon loyer, Muriel? Je sais, c'est pas moi qui vous donnerai la réponse, mais quand on dit que l'entreprise fait des économies, alors j'imagine réduction des mètres carrés, etc. Après, il y a des stratégies qui sont différentes. Nous, effectivement, on aura peut-être moins de bench. Pour autant, les espaces, on va les réaménager de façon à avoir plus d'espace de collaboration, plus d'espace informel, etc. Donc, ça va dépendre, je pense, de la stratégie immobilière déjà de chaque entreprise, cette économie potentielle, et de la façon dont on envisage les choses. Mais ce que je disais tout à l'heure, nous, on a cette petite subvention mensuelle qui permet à tout à chacun finalement de se faire rembourser les frais liés au fait d'être chez soi. Plus le matériel informatique nous est intégralement fourni par Blablacar et on a alloué un budget spécifique pour tous les compléments. Donc je pense qu'on couvre un peu sans oublier, ça couvre, ça bien prend évidemment, déjà en charge pas mal de frais. Le côté, le point le plus important aujourd'hui chez nous, c'est l'accompagnement des managers, comme l'accompagnement des collaborateurs, parce qu'il suffit pas de former les managers à un travail et à un management à distance, il faut aussi former les collaborateurs et leur donner les bons usages, les guidelines, les tips qui font que tout le monde va s'y retrouver et va pouvoir se trouver sa place et nuancer son travail distanciel. Vous voyez qu'Héloïse nous dit, sur le loyer, l'URSSAF permet un remboursement partiel, une quote-part de l'ensemble des frais fixes réellement supportés au titre du local affecté à un usage professionnel, au prorata évidemment, de la superficie totale de l'habitation principale. Je rappelle aussi que, Thierry, si le salarié avait droit à une solution de restauration, que ce soit Ticket Resto ou que ce soit RIE, il a droit de la même manière, quand il est en télétravail, à la même subvention. Effectivement, c'est un élément constitutif du contrat de travail. Mais la question de la prise en charge des frais, on la découvre aujourd'hui, enfin certains la découvrent aujourd'hui en disant est-ce qu'on doit prendre en charge les postes de travail du travailleur détaché? La réponse existe depuis longtemps. Quand vous avez par exemple des itinérants qui sont postés de chez eux et qui sont en tournée, ils n'ont pas de poste.
Donc effectivement, l'entreprise a déjà prévu cette disposition de très longue date. Et c'est même, et comme tu viens de le rappeler, l'URSSAF l'a même déjà intégré. Donc c'est pas quelque chose qu'on va découvrir, c'est cadré et normé. Maintenant, vu du principe du salarié un peu revendicatif, dit moi je fais comme des souhaits d'entreprise, il n'y a pas de raison que j'en bénéficie pas. Et puis il y a aussi le point de vue d'entreprise qui dit je vais bénéficier de ça pour améliorer le cadre de vie, garder la même surface, mais faire un espace plus collaboratif, plus beau, plus attractif. Et les coûts resteront les mêmes. Ouais. Donc chacun vaut midi à sa porte et les négociations sont loin d'être abouties. Thierry, Guillaume, de votre côté, qu'est-ce que ça modifie cette tendance au développement du télétravail, dont on ne sait pas d'ailleurs comment elle va se fixer réellement au bout du compte. On verra ça, j'imagine, tout au long de l'année 2021. On va être amené à en reparler. Mais quelles sont les demandes que vous adressent les entreprises aujourd'hui, Thierry, par exemple? Sur quoi vous bossez et qu'est-ce que vous développez comme type d'offre? Alors, il faut que tu actives ton micro, Thierry. Le point important qu'il faut considérer dès maintenant, c'est qu'au premier confinement, en fait, c'est les télétravailleurs qui se sont équipés massivement pour justement faire face à ce mode de travail qui demandait d'être bien installé chez soi. Et à partir du deuxième confinement, on a un certain nombre de grands donneurs d'ordre qui sont revenus vers nous pour nous demander comment on environnait ce mode de travail. Parce qu'il faut vraiment qu'on insiste sur ce point-là. C'est que pour moi, le télétravail doit être considéré comme un mode de travail à part entière. Et ça, c'est le point essentiel. C'est comment faire en sorte que le collaborateur travaille dans les meilleures conditions, de la même manière qu'il travaille en entreprise. Et au jour d'aujourd'hui, on s'aperçoit quand même qu'il y a des lacunes très fortes. Les gens travaillent dans des conditions sommaires. Pour la plupart, avec des problèmes, comme on le disait tout à l'heure, de posture, des troubles musculo-squelettiques qui arrivent en masse. Je discutais récemment avec un médecin du travail qui me disait qu'il avait tout un tas de salariés qui venaient le voir pour leur faire part de ces problématiques rencontrées dans leur lieu d'habitation. Donc, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience et tous ces grands donneurs d'ordre nous posent beaucoup de questions, à savoir comment on doit équiper un poste de travail chez soi, de quelle manière, quels outils, quels produits. Comment expliquer, tout à l'heure, Muriel parlait des bonnes postures, des petites formations qu'elle a faites et que je trouve très bien. Nous, on a édité de notre côté également un guide des bonnes postures chez soi, comment travailler dans les meilleures conditions. Et c'est là-dessus que je vois vraiment une nouvelle impulsion. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'ils me posent tous la même question, c'est à quelle hauteur doit-on participer? Quel montant doit-on donner aux salariés pour pouvoir s'équiper? Et moi, je leur parle plutôt d'attractivité de la marque employeur en se disant que si on équipe bien ses salariés, demain, ça sera peut-être un atout pour séduire des nouveaux collaborateurs, des nouveaux talents. Et donc aujourd'hui, est-ce que on te demande, par exemple, plutôt d'acheter des équipements, c'est l'entreprise qui achète et qui met à disposition, ou de la location, ou c'est une soute qui est donnée aux salariés qui s'adresse à toi? Ouais, alors on a lancé nos offres de location qui, dans un premier temps, avaient vraiment séduit, mais on s'aperçoit qu'on revient à nos fondamentaux. En France, on achète notamment les équipements mobiliers. Donc, on vend plutôt. Alors, il y a quelques groupes qui ont décidé de faire des commandes importantes pour l'ensemble de leurs collaborateurs, mais la solution qui se précise, c'est plutôt comme disait tout à l'heure Thierry ou Olivier, de donner un budget et de se faire rembourser son note de frais. Et on nous demande de créer des sites de vente en ligne pour que chaque collaborateur puisse acheter l'équipement qu'il souhaite, en fonction d'un budget qu'on lui a alloué. Et de ce fait, il peut acheter plus s'il a envie pour mieux s'équiper. Super. Petite gestion de parc à l'arrivée. Guillaume, du côté des services, est-ce que tu planches sur des services particuliers à offrir aux télétravailleurs? Est-ce qu'il va falloir, par exemple, en termes de conciergerie, est-ce que tu as des demandes particulières? Est-ce qu'il va falloir aller chez le collaborateur aussi délivrer un certain nombre de services? Alors, effectivement, Lionel, dans le cadre du premier confinement, le sujet n'était pas du tout d'actualité. Le sujet était une urgence absolue, une crise sanitaire. Tous nos clients ont quasiment fermé leur bureau et du jour au lendemain, on s'est retrouvé sans quasiment aucun service, sauf ceux essentiels au fonctionnement du bâtiment. Le premier déconfinement est arrivé, on a réfléchi à des premiers services parce qu'on n'est pas revenu au bureau comme on y allait avant le confinement. Je rappelle qu'il y avait tous ces gestes barrières, il y avait le port du masque, le gel, donc on a inventé tout un tas de solutions déjà
pour reprendre une activité normale. Hein. Rappelez-vous de ces plexiglas, de ces bornes de température. On avait édité, nous, un catalogue pour l'ARSEC pour aider effectivement à la reprise d'activité. Et revenu le deuxième confinement, soit moins fort, mais dans lequel, effectivement, avec nos clients, on a commencé à réfléchir, à dire, bon, tel qu'on analyse la situation, ça va durer. Il y aura un avant Covid et un après Covid. Il va falloir trouver un modus operandi qui satisfasse à la fois l'employeur et l'employé. Ce qu'on a vécu au début, c'était du télétravail quasi forcé. On était 5 jours sur 5 chez nous, voire même 7 jours sur 7 pour certains, tellement on était connectés 24/24. Et on est arrivé aujourd'hui à un schéma où nous, on réfléchit avec nos clients à plusieurs offres de services pour se dire, d'un côté, je ne sais plus qui en parlait tout à l'heure, il y avait du domicile et du bureau. La partie bureau, il faut continuer à rendre attractif le fait de venir au bureau, de retourner au bureau. On ne restera pas ad vitam aeternam chez nous. Donc, il faut qu'on travaille avec nos clients, soit sur des réaménagements d'espace, on parlait d'espace de coworking. Je pense que le temps au bureau sera surtout un temps d'échange, de réunion, d'animation, et certainement pas un temps où chacun sera dans son coin à travailler de son côté. Donc, il va falloir qu'on travaille sur ces services-là, les animations, la restauration, la gestion effectivement de tout ce qui va être l'acoustique. Et en parallèle de cela, lorsqu'on est sur le domicile, réfléchir aux services dont on bénéficie habituellement au bureau et qu'on souhaite avoir. Alors, je voyais des échanges sur effectivement la restauration, qui est le point premier. Indemnité, pas indemnité, ça c'est réglementé. Mais j'ai envie de vous dire, il faut que la restauration prenne un virage. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse livrer à domicile l'ensemble des collaborateurs. Donc, on travaille effectivement avec un certain nombre de partenaires qui ont lancé ces offres-là. En parallèle de cela, il va y avoir toute la gestion de la conciergerie, donc avec des outils digitaux. Lorsque vous avez un kiosque conciergerie au bureau, c'est plus facile que quand vous êtes chez vous. Donc, on doit répondre à cette demande-là. Les salles de sport également, proposer des nouveaux schémas. Et surtout, alors, il y a un débat là-dessus, obligation de l'employeur. J'entendais tout à l'heure l'attestation qu'on doit signer pour la conformité des locaux. Nous, de notre côté, nous penchons, nous avançons sur une offre que nous allons proposer donc à nos clients pour se charger d'aller vérifier l'installation avec l'accord, bien évidemment, du collaborateur, un contrat client, pour aller vérifier que les locaux sont conformes aux règles électriques, espace de travail, aération, pour s'assurer que le collaborateur est en de bonnes conditions pour travailler chez lui. Donc, on a, nous, effectivement, une filiale qui est tout à fait à même de faire ça dans notre groupe et on travaille là-dessus. Ce sont des demandes nouvelles. C'est un service auquel on n'aurait pas pensé auparavant. Mais aujourd'hui, vu le déploiement et l'ampleur que prend le télétravail, on réfléchit. Je pense aussi à la maintenance informatique. Je ne parle pas de l'IT au sens fort, mais vous savez qu'on a tous eu des problèmes de son, de box, de positionnement, effectivement, des bornes Wi-Fi ou de répétiteurs. Tous ces sujets-là, nous avons les équipes pour effectivement aller chez les collaborateurs pour les mettre dans un bon environnement de travail. Merci beaucoup à vous tous de votre participation. Merci Thierry, merci Guillaume. On voit que le débat ne fait que commencer. Alors, je pense d'ailleurs que nous aurons l'occasion d'échanger à nouveau sur ce sujet dans les semaines et les mois qui viennent. Restez encore quelques minutes avec moi, car avant de nous quitter, je voulais partager avec vous quelques tendances repérées pour vous. C'est parti, c'est la séquence repérée pour vous. Et on démarre, regardez, avec la première tendance, bienvenue dans vos bureaux prêts à manger. Dans un article paru dans son édition du Mag Weekend du 27 novembre, le magazine Les Échos s'intéressait à une tendance nouvelle des designers à utiliser des matériaux recyclés, notamment des matériaux issus des déchets alimentaires. À l'heure où la filière du recyclage des déchets connaît une grave crise liée à la chute d'activité économique, mais aussi au manque de débouchés pour les matériaux recyclés. Parce que les filières, il faut le savoir, n'ont pour la plupart pas d'obligation d'incorporer les déchets, les matériaux recyclés dans leur production. Le magazine, lui, relève une tendance qui vient du design et qui pourrait redonner un peu de peps aux acteurs de l'économie circulaire. Alors, sous un aspect anecdotique, vous le voyez ici avec les pots de pommes de terre, l'auteur présente en effet des réalisations de designers qui ont réutilisé des déchets alimentaires pour créer des produits que nous pourrions tout à fait retrouver dans nos bureaux. Donc, vous avez vu les emballages en pots de pommes de terre, des assiettes en coquilles d'huîtres. Vous avez ici des gobelets en pots d'agrumes. Ces designers rivalisent d'ingéniosité pour trouver une utilité à nos déchets alimentaires. Alors, je ne sais pas si vous êtes prêts à boire votre ristretto dans un gobelet en marc de café
ou à vous asseoir sur des noyaux d'olive, comme vous pouvez le voir sur cette chaise, à voir, et une tendance à confirmer. Une autre tendance repérée pour vous, ce sont les bureaux qui cartonnent face à la crise sanitaire et au télétravail contraint de millions de salariés. Les fournisseurs rivalisent d'inventivité pour équiper nos intérieurs. Alors, une des solutions dans le magazine L'usine nouvelle se fait l'écho, c'est le mobilier en carton. Léger, résistant, facile à monter, recyclé et recyclable, le carton est paré de toutes les vertus selon cet article qui présente quelques solutions. Donc vous le voyez, hein, de mobilier qui d'ailleurs ont l'avantage d'être fabriqués en France. Je réserve mon avis sur l'aspect design hein, de ces mobiliers. Néanmoins, voilà, vous voyez que face à cette crise, c'est une des solutions. L'article relève que le matériau peut aussi se retrouver dans l'habitat avec une solution brevetée de plaques de carton imperméabilisées et ignifugées, parce que ça c'était aussi un sujet hein, dans les locaux professionnels. Il faut quand même avoir une protection feu. Donc tout ça peut être inséré dans une ossature poids pour créer des murs, des toits ou des sols. Même l'industrie funéraire s'y met en proposant depuis peu des cercueils en carton. Et oui, donc il faut savoir travailler, vivre et apparemment aussi mourir avec son temps. Troisième et dernière tendance, la visioconférence. J'enlève le fond. Le télétravail contraint a fait exploser l'installation de tous ces outils. Vous en avez parlé hein, de visioconférence sur nos ordinateurs. Zoom, rien que Zoom, le leader de la catégorie, a même dépassé l'inoxydable TikTok au sommet du palmarès des applications les plus téléchargées au deuxième trimestre, avec 94 millions de nouvelles installations. Mais rapidement, une question se pose. Où est-ce que je vais bien pouvoir me mettre pour éviter de trôner devant mon linge? Réponse, et si je changeais d'arrière-plan? Donc, tous ces outils sont en effet dotés de la fonctionnalité maintenant qui permettent d'enlever le fond et de se projeter qui sur une plage paradisiaque, qui sur la muraille de Chine ou encore au milieu d'un troupeau de dinosaures. Alors les concours, vous voyez, fleurissent, les marques d'ailleurs s'en emparent, pas bêtes, hein, qui comprennent tout l'intérêt pour elles de se mettre en scène de la sorte. Vous voyez en bas à gauche une célèbre marque de jouets. Au-delà de l'anecdote, le site Presse Citron relève le souhait de certains télétravailleurs de préserver hein, leur vie privée ou tout simplement de se mettre à leur avantage. Et comme les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés, vous aurez remarqué que nous, en ce qui nous concerne, nous restons traditionnels. Voilà, le mag, c'est fini. Il me reste à vous remercier tous présents qui avaient été patients. Désolé pour ce petit dépassement d'horaire. Merci à Olivier, à Muriel, au Thierry, aux deux Thierry, C et G, à Guillaume. Je vous dis à tous à l'année prochaine. Je vous souhaite une belle fin d'année en prenant soin de vous et de vos proches. On va se souhaiter aussi collectivement une meilleure année 2021 que celle que nous venons de traverser. Ce sera pas compliqué. Très bonne soirée. À bientôt. Bye bye.